Je suis ravie de vous accueillir pour la CPTS Paris 12, pour l'organisation de cette soirée, ce débat sur la santé de la femme. Et ça a été une question d'opportunité. Octobre, c'est Octobre Rose. Tout le monde est concerné ou impliqué. Et du coup, j'ai saisi l'opportunité de cette focale sur une partie de questions de la santé et des problèmes de santé des femmes pour ouvrir sur quelque chose de plus large. Parce que la santé des femmes, c'est un peu comme si vous étiez en train de regarder une cellule sous un microscope et que vous passiez à côté du noyau. Ce serait malheureux. Ce serait dommage pour tout le monde. Donc, c'est cette idée-là, cette envie-là et cet esprit-là de partage de co-construction que nous allons tenter de faire passer ce soir avec des intervenantes qui, du coup, ont fait le plaisir et l'honneur d'être là, malgré des emplois du temps tendus et très contraints, qui sont la professeure Catherine Uzan, que je laisserai se présenter tranquillement, gynécologue obstétricienne, ça c'est l'entrée, la professeure Karine Lacon, connue, chef de service de maladie infectieuse à l'hôpital Saint-Antoine, et madame Delphine Buteau, qui, au-delà d'être une patiente partenaire, et on discutera un petit peu de ce que c'est une patiente partenaire, et avant tout une intervenante en santé sexuelle, qui est un thème dont vous savez les unes et les autres, les uns et les autres, que ce n'est pas forcément très abordé. Pour ce qui concerne le déroulé de cette soirée, il va y avoir une présentation de la CPTS Paris 12 pour que vous sachiez qui vous invite et d'où l'on parle. Et puis après un quiz un peu interactif qui va permettre à madame la professeure Uzan de pouvoir énoncer ce de là d'où elle parle, en termes de chirurgien qui s'occupe de cancérologie et de chirurgie gynécologique des mammaires, et de quelles évolutions on va devoir mettre en place dans cette question très circonstancielle et conjoncturelle d'Octobre Rose. Puis nous passons la parole à madame Delphine Buteau, qui fera la lumière sur une zone aveugle de la santé des femmes. Et nous finirons par la professeure Karine Lacon, dans un point qui nous importe, c'est quelle relation de soins nous voulons avoir. Quel professionnel de santé désirons-nous être et quel professionnel de santé, de quel professionnel de santé avez-vous besoin, avez-vous envie? Comment désirez-vous être traités les unes et les autres et les uns et les autres? Parce que je le rappelle, cette question de la santé des femmes concentre toutes les problématiques d'une relation de soins qui est un espace complexe. Je vais donc, alors oui, un point important, en scannant ce QR code, vous pourrez poser les questions que vous désirez et qui seront traitées en fin de présentation par chacune, à fin d'intervention par chacune des participantes et des débattrices. Tu peux passer. Et donc, je vais laisser le micro au Dr Jean-Luc Thomas, président de la CPTS Paris 12. Merci Patricia, bonsoir à tous. Jean-Luc Thomas, donc, je suis médecin généraliste et comme vous avez dit Patricia, je suis président de la CPTS Paris 12. La CPTS Paris 12, en fait, c'est la communauté de professionnels territoriaux de santé. Donc en fait, on rassemble tous les professionnels de santé d'un territoire, et en l'occurrence, c'est Paris 12e. Paris, vous avez 16 CPTS. Et bien sûr, comme vous voyez là, on a 350 adhérents libéraux, mais on a aussi la chance de pouvoir avoir un territoire avec 6 hôpitaux, donc beaucoup d'interactions avec nos hôpitaux, les services, et on va un petit peu au-delà du 12e, puisqu'on a la chance aussi de travailler avec l'IUC de cancérologie, par exemple, avec le professeur Uzan, et d'autres services un petit peu en dehors du 12e. Donc voilà, donc, pour vraiment comprendre, médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, infirmiers, on travaille tous ensemble parce qu'effectivement on travaille pour le patient sur plein de projets. Là, ça c'est plus clair, c'est la suivante. L'émission, c'est, alors on est validé par l'ARS, on est validé également par la CEPA,
Et donc, ces associations sont reconnues d'utilité publique, ce qui nous permet, avec des missions très particulières, d'améliorer l'accès au territoire, d'organiser en fait le parcours pluripro autour d'un patient, comme un patient, comme vous savez, il a besoin d'un médecin, il a besoin d'un pharmacien, pour avoir le médicament, d'une infirmière pour faire les soins prescrits par le médecin et ainsi de suite. Donc, toute cette organisation pluripro qu'on peut faire, toutes les actions territoriales de santé qu'on peut faire en prévention et le MAM autour qu'on a lancé voici 2 ans avec les CPTS 11 et 20 sur la Nation, vous l'avez peut-être vu le samedi, il y a une semaine, on était sur la Nation, on a fait un grand village de prévention pour le cancer mammaire. On a également contribué en cas de... Merci. En cas de crise sanitaire également, ça c'est venu après le Covid, on nous a demandé aussi de pouvoir réfléchir et de pouvoir aussi nous préparer à une nouvelle crise sanitaire. Donc on intervient et en cas de crise sanitaire, nous avons des plans en fonction du type de crise qui pourrait survenir. Ça peut être autre chose qu'un virus, comme on a eu. Développer la pertinence, la pertinence des soins, donc aussi sur les formations des professionnels, travailler. Et un grand aussi, une grande chose qui nous paraît importante sur le territoire, c'est d'être à côté du professionnel de santé, parce que vous serez bien soigné en tant que patient que si nos soignants aussi sont en forme et vont bien. Donc on a toute une action de prévention autour des patients. Les couleurs de la santé, c'est quelque chose pour nous qui est notre marque, et on en est très fiers. Ça fait 1 an et demi qu'on fait vivre ces couleurs de la santé. Vous les retrouvez donc sur ces 12 rubans. 12 rubans qui signifient en fait chaque mois les actions de prévention, de thématiques de prévention mensuelles. On retrouvera bien sûr Octobre Rose aujourd'hui, bon, ce rose un peu nous rappelle, c'est Octobre Rose en prévention en fait. Pour nous, c'est bien sûr prévention du cancer mammaire aussi, mais santé de la femme, santé des femmes. Mais vous allez trouver Mars Bleu, vous retrouverez le ruban rouge du SIDA pour nous de tout ce qui est santé sexuelle. Et nous allons décliner comme ça tous les mois les addictions, le cœur-diabète, la santé de l'homme avec le cancer colorectal, la santé mentale, les cancers cutanés avec les maladies orphelines, la santé des soignants, les handicaps visibles et invisibles, la santé des personnes âgées, la santé des enfants, Octobre Rose avec la santé des femmes, Novembre Jaune avec la santé bucco-dentaire et le mois sans tabac. Et donc, comme je vous disais, pour nous, le mois de décembre, santé sexuelle. Voilà, donc on veut faire vivre et on continuera à faire vivre cette marque, les couleurs de la santé, pour que la prévention soit vraiment quelque chose qui intègre tout le 12e, tous les cabinets médicaux et on espère tout le territoire du 12e. Voilà, on voulait vous montrer un peu ce qu'on fait tout au long de l'année. Vous pouvez avoir des actions, on a eu des actions récentes, c'était à Trousseau, parce qu'on essaye aussi voilà, comme vous avez bien pu comprendre, on est libéraux, beaucoup à la CPTS, mais on travaille beaucoup avec les hospitaliers, que ce soit pour nos patients, mais aussi dans nos actions de prévention. Donc on était à Trousseau le mois dernier, on a travaillé sur le repérage de maltraitance, comment signaler une maltraitance pour les enfants, comme on avait travaillé en santé mentale avec des expositions qui étaient au mois d'avril, qui étaient dans des bibliothèques, et puis les bibliothèques de santé mentale grâce au CMP de notre territoire. Et puis on a fait un grand mois on a commencé le mois d'août pour les personnes âgées avec des actions, comment se relever si on chute, comment ne pas se casser, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un peu notre cœur de métier, c'est pour ça qu'on vous a proposé à l'entrée aussi. Si vous voulez être tenu au courant de toutes ces actions qui ont lieu, n'hésitez pas à laisser votre mail, on sera ravis de vous informer de tout ce qui est fait sur le territoire au fur et à mesure de l'année. Je pense que c'est... Voilà. Donc on voulait vous rappeler, c'est vrai qu'on a maintenant la chance d'avoir une centaine de partenaires en plus sur le territoire. Beaucoup d'actions. Si vous avez envie aussi de nous proposer des actions à venir, on sera ravis. On est à votre écoute. Et merci à Patricia surtout en fait, d'avoir organisé cette soirée et bien sûr à tous les intervenants pour cette belle soirée qui se prépare. Merci à vous. Merci Jean-Luc. Donc vous voyez maintenant dont on parle et comment la prévention et maintenant la promotion de la santé, ce sont des choses un petit peu différentes, sont au cœur de notre action. La promotion de la santé, c'est vraiment comment on développe les compétences, comment on peut avoir un esprit critique et en même temps construire un raisonnement. C'est comment on accède aux services de santé, comment est-ce qu'on peut avoir conscience de soi et développer l'empathie de soi. Donc,
pour soi, bien sûr, c'est un point important. Et c'est presque un lapsus, parce que je parle plutôt d'empathie pour soi qu'en partie de façon différente. Mais l'objet, c'est pourquoi en fait, je vais poser la slide suivante. Voilà. Pourquoi ce débat en fait? Et pourquoi de l'ignorance à la reconnaissance? Alors peut-être que certaines ou certains d'entre vous ont vu un documentaire de deux réalisatrices qui a été diffusé par Arte il y a 2 ans, qui s'appelle Santé, la femme de l'ignorance à la reconnaissance. L'objet, c'est qu'est-ce qui fait qu'on ignore la parole de l'une ou de l'un? Qu'est-ce qui fait que l'on reconnaît quelqu'un? Et la thèse, le point, c'est que c'est une question de sens et de perception. En fait. Est-ce que quand on regarde quelqu'un, on le voit? Ou est-ce qu'on voit uniquement ce qu'on a appris à reconnaître, ce qu'on a appris à classifier, la nosographie? Et quand on ignore quelqu'un, et ça nous est arrivé à toutes et tous d'ignorer quelqu'un. Il y a des gens, comme on dit un peu trivialement, qu'on n'a pas calculé, qui n'entrent pas dans notre prise. Parce que chacun et chacune d'entre nous, nous comparons, nous hiérarchisons, nous évaluons, nous jugeons. Et ceci, de par l'influence de notre passé, qui va s'imposer à nous lorsque l'on va voir quelqu'un. Est-ce que réellement on le voit ou est-ce qu'on voit l'apparence? Et l'apparence, c'est nous qui la définissons. C'est ce que voient nos yeux. Or, nos sens y sont éduqués. Qui plus est, dans une faculté de santé, où on nous apprend à reconnaître ce qui ne va pas dans la normalité. Ce qui a fait écrire à un grand monsieur philosophe comme Guilhem, le normal et le pathologique. Qu'est-ce qui fait que je vais qualifier quelqu'un? Qu'est-ce qui fait que je vais lui donner des attributs et croire que ce que je vois d'elle ou de lui, c'est la réalité de ce qu'est cette personne? Donc la question, c'est cette ignorance, je vous disais tout à l'heure, c'est je regarde une cellule au microscope et je passe à côté du noyau, donc de l'essentiel. Et ça arrive souvent. Quand c'est dans l'espace d'une consultation, c'est peut-être un petit peu plus délétère, compliqué, parce qu'on nous demande de faire des diagnostics. Et étymologiquement, un diagnostic, c'est hypnose, donc une connaissance à travers. Mais comment est-ce qu'il est possible d'accéder à une connaissance si on ne passe pas au travers du réseau de nos préjugés, de nos croyances et de ce que l'on croit voir de quelqu'un? Or, c'est ce que nous disent les patientes qui ne se sentent pas reconnues, qui se sentent ignorées. Vous ne m'avez pas écouté, vous ne m'avez pas entendu, vous ne m'avez pas regardé, vous ne m'avez pas vu. Donc cette question, justement, de comment on peut développer nos sens et être, non pas faire comme s'il n'y avait pas de rôle, et que dans l'espace d'une consultation, d'un cabinet, d'une officine, nous n'avions pas de rôle à jouer, non. Mais est-ce que nous sommes vampirisés par le rôle, ou est-ce que nous nous tenons en tant qu'être humain en face, à côté d'un autre être humain qui vient nous amener ce qu'il a à nous amener comme il nous l'amène? Et vous voyez, vous avez pu observer que si ça ne rentre pas dans les cases que nous avons reconnues, parce qu'elles nous sont connues, à ce moment-là, il y a des choses qui nous échappent. Et nous désirons pouvoir faire entrer dans ce que nous avons appris et mis des dizaines d'années à apprendre, en disant « mais c'est pas possible que ça se passe comme ça ». D'où le fait de cette parfois cécité et parfois de cette surdité, alors même que les femmes nous le présentent, les hommes peuvent nous le présenter, parce qu'au-delà de cette question de la santé des femmes, je rappelle que le point, c'est que c'est vraiment le noyau, que si réellement nous nous attachons à œuvrer pour le respect de la parole de la personne telle qu'elle soit, alors nous allons ouvrir à l'ensemble
de la relation de soins et nous allons pouvoir aborder la complexité de la relation de soins. Et l'objet de cette soirée, c'est celui-là, que nous puissions apprendre à échanger dans différents espaces, hors du lieu de consultation, hors du lieu de travail, hors des rôles, sans faire semblant que nous ne tenions pas un rôle, mais sans être absorbés par le rôle. Et donc, j'ai proposé à 3 femmes, pour l'heure, et pas pour l'heure, mais à 3 femmes, de pouvoir parler de leur point de vue, chacune du lieu de sa spécialité, et de pouvoir échanger avec vous de la façon dont elles voient les choses, dont elles vivent l'évolution de la relation de soins, avec les nouvelles technologies et l'accès, par exemple, au numérique, qui est de plus en plus important. L'accès à l'information est un des enjeux de la relation de soins, et de la promotion de la santé, c'est que les personnes puissent développer ce qu'on appelle un empouvoirment, développer leur capacité d'agir. Ça ne veut pas dire nier la professionnalité de la personne en face, mais c'est mettre en place les éléments d'un dialogue de personne à personne. Et nous allons donc commencer avec la professeure Catherine Lezan. Et du coup, on va vous proposer un échange plus interactif. Et donc, on vous propose de scanner ce QR code qui va vous permettre de répondre à différentes questions. Et la professeure Lezan va échanger avec vous en fonction des réponses qui vont apparaître au fur et à mesure. Est-ce que c'est bon pour chacune et chacun d'entre vous? Ça a l'air. On va faire circuler un micro, parce que moi je ne veux surtout pas me demander tout seul. Donc c'est pas une question de cours, bien sûr. Mais moi je me présente, je suis Catherine Lezan, je suis chef du service de chirurgie gynécologique et mammaire à la Pitié-Salpêtrière. Donc j'ai une formation de gynécologie obstétricienne et j'en suis passée 10 ans avec ça aussi, avant d'arriver à la Pitié-Salpêtrière. Dans mon service, moi je fais essentiellement de la cancérologie. Dans mon service, on prend en charge les patientes pour toutes les pathologies gynécologiques et mammaires, pénibles. Et l'idée, c'est qu'on a beaucoup travaillé les parcours de soins pour faire qu'une patiente soit ici d'apprendre évidemment dans sa globalité, réfléchir aux différents problèmes. Une patiente, c'est pas un fibrome, c'est quand on a un fibrome, quels sont les problèmes, quels sont les symptômes, quel est l'impact sur la fertilité, quel est l'impact sur sa vie sexuelle, etc. Donc, moi, ce que je fais au quotidien, c'est des cancers gynécologiques et des cancers du sein. On a notamment beaucoup travaillé sur l'accueil et comment est-ce qu'on débute ce parcours, en sachant que c'est une période biologique qui est très fréquente. Donc, la plupart des femmes qu'on va voir le cancer du sein, elles en ont entendu parler. Elles ont eu des expériences autour d'elles et c'est bien la chose importante, c'est de dire on ne va pas plaquer cette expérience-là à celle qui a pu avoir votre amie, votre mère, votre cousine, mais parler plus spécifiquement de votre cancer à vous et dans votre situation à vous. Donc les questions que je vais vous proposer, c'est pour essayer d'interagir avec vous et de savoir un petit peu, et surtout n'hésitez pas à nous interrompre, à poser des questions parce que c'est l'objectif. Donc la première question, ce serait, si on vous annonce un cancer du sein, quel serait votre premier réflexe pour chercher de l'information après cette consultation spécialisée? Il n'y a pas une seule bonne réponse, il y a différentes possibilités, c'est pour savoir un petit peu et puis pour parler avec vous de ce qu'on côtoie au quotidien désormais. Donc première possibilité, j'aurais envie de demander à une amie, quelqu'un de ma famille qui a eu un cancer du sein. Deuxième option, reprendre les informations avec mon médecin traitant. Troisième option, pencher sur des livres, des podcasts, ce type d'outils. Quatrième, des réseaux sociaux. Cinquième, je vais poser la question à ChatGPT par rapport à mon compte rendu d'ANAPAC, je vais le rentrer et voir ce qu'il me dit comme traitement. Ça, c'est devenu un grand classique. Ou sixième possibilité, j'ai pas besoin d'autres informations, je préfère rester sur les informations qu'on m'a données lors de l'annonce. Alors je vous laisse le temps, évidemment, vous pouvez mettre différentes options. L'idée, c'est celle qui vous paraît la plus pertinente, une ou deux, pour que je puisse après reprendre sur chaque élément et savoir un peu quel est votre point de vue. Alors, est-ce que déjà, je vois et je me réjouis que ce qui arrive en tête, c'est reprendre les informations avec mon médecin traitant, c'est une bonne nouvelle.
C'est-à-dire que pour la plupart d'entre vous, vous avez un médecin traitant. Une bonne nouvelle. Sachez que 30% des gens qui sont en ALD, 30% des gens actuellement, et sur Paris, je dirais même parfois un peu plus, ça m'arrive au quotidien de personnes avec qui j'annonce qu'elles ont un cancer du sein, parce que je n'ai pas de médecin traitant. C'est déjà toujours quelque chose d'assez difficile, mais bon, actuellement, 30% des gens qui sont en ALD n'ont pas de médecin traitant. Donc ça, c'est déjà un premier souci. Moi, je sais déjà que ça part mal, ça part plus difficilement quand il n'y a pas de médecin traitant. Parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on va s'appuyer. L'objectif, c'est que tout ne passe pas par l'hôpital, même si nous, on va être en première ligne. Donc, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle que ce soit quelque chose qui vienne en tête. Pour nous, c'est très important, c'est quand on va commencer à faire l'annonce, on va systématiquement, on va dire, et le 100% va être fait par notre médecin traitant. C'est aussi une façon que nos institutions ont vue pour être sûr que le médecin traitant soit toujours dans la boucle, et soit dans la boucle très rapidement. On va bien sûr faire un document, un courrier qui est remis à la patiente, qui sera envoyé au médecin traitant. Le dossier médical partagé, ça y est, enfin on progresse. Nous, ça fait que 2 mois à l'assistance publique, que dès qu'un document est validé, on se met enfin dans le dossier médical partagé. C'est une avancée. C'est un élément qui est devenu vraiment essentiel. Donc je suis très contente que ça arrive en première position. Après, je dirais que en deuxième position, je vois qu'il y a demandé à une amie, quelqu'un de ma famille qui avait un cancer du sein. C'est devenu assez fréquent que les gens, alors moi quand on voit les patientes en accueil sein, donc l'accueil sein c'est tous les lundis à la Pitié, je vais voir les patientes, elles vont voir le même jour le radiologue, elles vont être biopsiées, avoir des compléments d'imagerie, on aura les résultats le vendredi et on s'engage, s'il y a une chirurgie, à la proposer dans les 15 jours qui suivent. C'est un parcours court qui nous permet d'avoir les résultats rapidement. Quand je vois une patiente le lundi et qu'elle a ce qu'on appelle un ACR5, alors la classification ACR, c'est ce qu'on voit sur le compte rendu de radiologie. Donc, sur le compte rendu de radiologie, le radiologue nous donne déjà une idée du risque de cancer. Quand on voit un ACR5, c'est-à-dire il faut biopsier et dans 95% des cas, ce sera un cancer. Donc nous, on peut déjà faire un peu ce qu'on appelle de la pré-annonce. C'est-à-dire qu'on voit une patiente, c'est à peu près certain que ce sera un cancer, mais maintenant, on a l'information de la carte d'identité de ce cancer, et en fonction de la carte d'identité, on ne va pas le traiter pareil. Donc finalement, ce qui m'intéresse, c'est pas tant qu'on dise cancer ou pas cancer, parce que c'est plus probable, c'est qu'on me dise la carte d'identité, donc l'immunohistologie de ce cancer. Donc quand moi je vais voir les patientes ce jour-là, je vais leur dire, voilà, on va se voir vendredi, c'est très éducateur de cancer, et je vous conseille vraiment de venir accompagner. C'est là où je reviens à la première proposition, les patientes, faire une annonce quand une patiente est toute seule, c'est vraiment pas la situation idéale. Je ne parle pas de l'annonce par téléphone, j'en ai encore entendu la semaine dernière, je ne comprends pas qu'en 2025, on puisse encore annoncer des cancers par téléphone. Ça n'a pas de sens, le premier plan de cancer a plus de 25 ans et on ne va pas le faire par téléphone. Malheureusement, on a encore des cas où une patiente va voir son radiologue et biopsier et on lui dit vous allez avoir le résultat. Si vous ne prévoyez pas une consultation pour récupérer le résultat, forcément on va dans le mur, mais ça arrive régulièrement. Et donc, il y a des gynécologues de ville qui se retrouvent à recevoir une biopsie. Et donc, voilà, une patiente la semaine dernière, on a téléphoné à 18h, numéro inconnu, elle décroche, on annonce sur le téléphone qu'elle a un cancer. Et ça arrive encore maintenant. C'est pas possible. Et pour que ça n'arrive pas, il faut que quand une dame a une biopsie, elle ait un rendez-vous de rendu biopsie. Ça paraît être une évidence, et encore maintenant, il y a des cas où, voilà. Donc, en fait, on ne devrait pas se demander, parce qu'un ACR4, on n'est pas sûr que ce soit un cancer, on ne devrait pas se poser la question, vous avez une biopsie, vous avez un rendez-vous. Beaucoup de radiologues de ville le font très bien, c'est-à-dire de dire j'ai biopsié, je donne un rendez-vous de rendu biopsie, mais ce n'est pas du tout systématique. Donc en tout cas, une annonce, évidemment elle doit se faire en consultation, mais idéalement elle se fait accompagner. Pourquoi ? Parce que beaucoup de patients le décrivent très bien, il y a un effet de sidération quand on vous fait cette annonce. On n'entend pas la suite. Et donc d'être à deux, eh bien ça va être à deux, proposer des questions pour entendre les choses. Il y a des études qui montrent que les patients vont retenir au mieux 15% de la consultation. Donc moi, je leur dis toujours, si vous êtes à deux, vous n'allez peut-être pas entendre les mêmes 15%. On a plus de chances de cumuler les choses. Donc voilà, demander à une amie ou quelqu'un de la famille qui a un cancer du sein, c'est un très outil et beaucoup de gens le font. Les autres éléments qu'on a mis là, alors je vois que personne, on a mis 0% de réseaux sociaux. C'est peut-être parce qu'on a affaire à des gens qui se posent des questions, j'allais dire qui sont éduqués. Non, mais en tout cas, les réseaux sociaux, beaucoup quand même. Le nombre de patients qui disent qu'ils vont regarder sur Insta
et qui vont regarder sur TikTok et qui nous donnent, on traite beaucoup de patients jeunes, et c'est quand même un outil que les gens utilisent beaucoup. Réseaux sociaux, pour moi, ne veut pas dire mauvaise information, et ça veut dire une information qui est quand même parfois, contrairement à ce qu'on peut penser, assez standardisée, un peu globale, et qui n'a pas de filtre pour savoir est-ce que ça me concerne. Ça peut être une difficulté. ChatGPT de plus en plus. L'autre jour, j'ai une patiente dans sa chambre, on lui dit ben là, votre don, on va plutôt le retirer de main. Elle me dit je comprends pas, je demande à ChatGPT de encore trop liquide, vous ne devriez pas manger le redon. Et en fait, je l'ai pas du tout mal pris, mais elle était universitaire, et je lui ai dit mais vous, au quotidien, quand vous étudiez en profil, on va pouvoir le rentrer et on va pouvoir vous donner, si vous demandez à ChatGPT, il va vous donner une stratégie de traitement. Alors il y a plein de choses qui sont intéressantes, et c'est aussi la place, c'est des informations que on pourrait mettre de l'intelligence artificielle dans le RCP, la standardisation, et c'est ce qu'on a fait. Mais après, là-dessus, va se rajouter, oui, mais est-ce que vous savez que la patiente est diabétique avec un diabète déséquilibré, qu'elle a une polyarthrite rhumatoïde, qu'elle a un traitement, et toutes ces informations-là, ça devient complexe, et puis il y a des informations que la patiente ne penserait même pas à rentrer et qui sont importantes. La patiente ne va peut-être pas penser à dire qu'elle a eu un lymphoglobine dans l'enfance pour lequel elle a été irradiée, ça paraît très loin. Si on a été irradié, on ne va pas pouvoir faire la tumorectomie et la radiothérapie parce qu'il y a déjà eu la radiothérapie. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais donc, cet outil-là, il faut savoir que les patients, les gens l'utilisent au quotidien. Et que nous, la plus mauvaise façon de le faire, ce serait de dire non, c'est ridicule. C'est oui, et comment ils sont faits avec, parce que c'est un outil intéressant. Et puis, alors, le sixième, pas d'autres informations, je préfère rester sur les informations données lors d'annonce, ça n'existe plus. C'est pas forcément une mauvaise chose, c'est logique que les gens cherchent à avoir d'autres informations. Et là, il y a un effet pour moi très fort générationnel. C'est-à-dire que oui, je vais encore avoir des patients qui vont me dire docteur, je vous fais confiance, je vous ai entendu, je ne peux pas aller chercher d'autres informations. C'est une patiente en général de 77 ans. Et ça se passe très bien. Et finalement, et c'est pas un reproche, on a une confiance dans le médecin, et voilà, et je dis alors, ça ne veut pas dire que je n'aime pas traiter les gens jeunes. Je traite beaucoup de gens jeunes, mais je sais qu'il va falloir le composer différemment. Et c'est pas quelque chose de négatif. Après, c'est d'autres choses aussi, parce que nous, on apprend beaucoup désormais à dire la patiente, elle doit être actrice de son traitement, vous devez lui donner des choix, elle doit pouvoir décider. Ça marche très bien. Pas chez la patiente de 77 ans à qui je vais dire, chez vous, c'est limite entre un traitement conservateur ou une mastectomie, ça se discute, et c'est vrai. Et là, la personne, elle me dit, c'est la plutôt décider. D'accord, très bien. Et on va décider quand même un peu avec elle, en lui expliquant les avantages et les inconvénients. Donc, le côté actrice de son traitement, je vais décider, je vais tout prendre en main. Ouais, on va trouver beaucoup de jeunes patients qui vont faire ça. En général, elles vont aussi avoir 3 rendez-vous sur Paris. Oui, bonjour, j'ai rendez-vous demain aussi à Curie, et après-demain à Gustave aussi. Très bien, ça ne pose pas de soucis, on se connaît, on a l'habitude, mais il faut savoir qu'il y a un retour de bâton aussi là-dessus. Parce que on peut avoir des réponses qui ne soient pas exactement le même. Vous pouvez avoir des profils de gens, et puis c'est une relation, donc la personne ne va pas être exactement pareille. Et si on ne dit pas exactement la même chose, ça plonge les gens dans un abîme de perspective. Donc avoir beaucoup d'informations, ça ne veut pas dire que c'est plus facile. Moi, je préviens les patients. Et d'avoir des situations où il y a un choix, il y a des patients, des situations où il y a le choix. Il y a des situations où ça se discute. Entre faire une chirurgie à minima ou faire une oncoplastie, où on va faire une chirurgie des deux côtés pour remonter les seins, ça peut se discuter. Et donc il y a des gens qui vont apprécier d'avoir ce choix, et puis il y a des gens que ça va être considéré comme une agression de leur dire, elles vont avoir l'impression qu'on leur a dit débrouillez-vous. C'est jamais ce qu'on dit. On leur dit il y a le choix, mais il y a des gens qui derrière le mot choix entendent débrouillez-vous. Donc ça peut être une difficulté en plus. Alors est-ce que vous vouliez un petit peu, pour cette question-là, c'est un peu le tour que je voulais faire, est-ce que vous vouliez un petit peu rebondir sur, en gros la question c'était autour de l'annonce et la façon dont on s'informe après une annonce de cancer. Est-ce qu'il y avait des remarques ou des questions ? Non, mais vous m'avez déjà participé en disant là, et donc en tout cas pour conclure sur ce point-là, je trouve très positif que arrive en premier, je vais en discuter avec mon médecin traitant, et donc c'est une très bonne chose. Alors, question suivante. Moi j'ai une question. Oui, non. C'est pas une question, c'est que il me semble dans la liste, moi je consulte plusieurs avis médicaux. Oui. Alors, je ne me contente pas d'un seul. Oui. Et vous êtes malade ? Médecin, patient, Je suis patiente
Vous êtes une patiente, très bien. Mais je suis une patiente. Très bien, voilà. J'entends tout à fait. Alors, je vais rebondir là-dessus parce que plusieurs avis, ça s'est beaucoup développé ces dernières années. Je suis très dubitative là-dessus, personnellement. Je ne l'empêche pas du tout. Mais il faut bien comprendre que, alors en tout cas, moi je dis aux patientes, qu'on s'est rendu compte ces dernières années que d'accorder sa confiance, c'est un très bon cadeau que nous font les patients. On ne le prend plus du tout comme quelque chose d'évident. Et moi, une patiente qui vient me voir et qui me dit je vous fais confiance, je n'ai pas besoin d'un autre avis, c'est quelque chose que je vais entendre et je sais que la relation elle s'engage dans un certain sens. Ça ne veut pas dire que quand quelqu'un dit j'ai rendez-vous demain à Curie, je vais le prendre mal, c'est pas le cas, pas de problème, je travaille à 10 ans du cerveau aussi. Mais ça veut dire que je ne vais pas organiser pareil les choses. Je ne vais pas organiser ma chirurgie, je ne vais pas organiser des examens complémentaires, parce qu'on voit trop de patients qui maintenant se retrouvent à faire leur marché à Paris, c'est-à-dire de dire bah, vous le PET scanner il est dans 3 jours, Curie il est dans 48 heures, et la chirurgie elle est dans 5 jours, donc moi je n'en ai pas du tout là-dedans, je n'ai pas d'activité libérale. Moi je dis les patients, vous voulez venir être traité par moi, très bien, vous ne voulez pas, c'est pas un problème. Donc on va pas, donc moi je ne rentre pas dans cette concurrence-là, et qui existe. Il faut savoir que sur Paris, les patients, il y a un moment donné, vous donnez une date, et puis on rentre privé, on lui donne la date la veille. Moi, je ne rentre pas du tout là-dedans. C'est quelque chose que je trouve délétère et je trouve que quelque part, ça va provoquer du stress chez les gens. Certaines personnes vont avoir besoin de plusieurs années. C'est très bien. Mais il faut bien comprendre. Alors, je rebondis là-dessus parce que maintenant, il y a même certains médecins qui disent vous y avez le droit, prenez plusieurs années. Et moi, ce que je vois, c'est des patients qui, au bout du compte, quand même, dans beaucoup de cas, vont prendre du retard à la prise en charge. D'accord ? Parce qu'elle me dit j'ai rendez-vous dans 15 jours. Très bien. Moi, je ne donne pas de date opératoire tant qu'une patiente n'est pas décidée sur son lieu de prise en charge, ce qui est logique. Vis-à-vis des infirmières, vis-à-vis des anesthésistes, vis-à-vis d'une équipe. Voilà, je veux dire, pas au marché. Donc, c'est quelque chose qu'on entend, qui se développe de plus en plus. Il faut savoir quand même que dans la immense majorité des cas, 80% des cas de cancer du sang, la situation, si on la rentrait, on a un référentiel et on a la réponse. Vous pouvez prendre plusieurs années, mais la réponse, elle sera partout pareille. Souvent, ce qui va relever de plusieurs années, c'est quand on annonce une mastectomie. Et ça, il y a un effet messager, c'est tout à fait logique. Moi, je vois beaucoup de dames qui viennent me voir pour me dire on m'a dit ça, mais c'est insupportable parce que les gens pensent qu'on ne fait plus de mastectomie en 2025 grâce au programme. 30% des cancers du sang vont tout de même avoir besoin, s'il y a plusieurs foyers dans le sang, d'avoir quand même besoin de mastectomie. Ça, quand il y a une annonce extrêmement difficile, on peut entendre que les gens aient besoin de plusieurs étapes pour l'envisager. Moi, quand les gens viennent me disent je suis pris en charge à Tenon, je veux un deuxième avis, mais j'ai ma date opératoire à Tenon et je ne suis pas d'accord pour voir les patients en plus. Parce que je trouve que c'est délétère vis-à-vis de l'équipe. C'est quoi? On va regarder celui qui a le plus d'ancienneté, celui qui a le plus de publications. C'est quelque chose qui ne me paraît pas logique parfois, et en toute naïveté, sans se rendre compte de ce que ça peut d'avoir d'agressif. J'ai des patients qui disent mais c'est quoi le mieux finalement? C'est ici du Saint-Louis ou Curie? J'entends. Et heureusement que voilà, et c'est plus facile, hein, plus on vieillit, plus c'est facile. Moi je trouve ça très difficile pour nos chefs de clinique, pour les jeunes médecins, parce que eux ils se retrouvent dans une situation où on est en train de les juger. Moi, voilà, je commence à être vieille, je ne me sens pas jugée, j'entends les choses, mais j'essaie d'expliquer aux patients qu'il y a un moment donné, alors la relation elle peut ne pas, voilà, on peut dire bah là ça accroche pas, et moi je dis bien aux patients si ça accroche pas, c'est important, hein, on va faire un chemin ensemble. Mais une fois que les choses sont établies, accorder la confiance, que ce soit nous la confiance, c'est-à-dire de dire la patiente elle ne va pas me planter la veille de l'opération, parce que c'est vraiment ça, on parle. Et la patiente qui nous accorde sa confiance, c'est quelque chose qui est bilatéral et qui va être un bon moyen de construire une relation. On passe à la question suivante. Alors la question suivante, c'est bien pour ceux qui ont commencé à la lire. Donc, c'est une question d'actualité. Abaisser l'âge du dépistage de 50 à 40 ans, vous en pensez quoi? Actuellement, l'HAS se pose cette question et nous attendons leur réponse avant la fin de l'année. Alors, premièrement, c'est une très bonne idée pour toutes les femmes. Il y a de plus en plus de cancers dans cette tranche d'âge. Je vois que vous êtes une majorité, en tout cas beaucoup à répondre ça. En tout cas, pour la deuxième partie de la question, il y a de plus en plus de cancers dans cette tranche d'âge. Vous avez parfaitement raison. L'incidence entre 40 et 50 ans a augmenté ces dernières années, ce qui fait que, jusqu'ici, si le dépistage en France, il est bien fait. Son modèle, 50 à 74 ans, double lecture, dans des centres axés, quelle que soit la région, organisés par région, avec relecture, il est gratuit pour tout le monde.
c'est un modèle dans le monde de dépistage. Les mots importants, c'est double lecture. Ça veut dire que si vous décidez de dire, moi, le petit papier de la Sécu ne m'intéresse pas, je le mets à la poubelle, je vais plutôt aller faire dans un centre de mammographie. C'est très bien. Sachez que vous aurez une simple lecture. Ça ne veut pas dire que les simples lectures, dans plein cas, ça peut suffire. Mais ce qui est gratuit est encore mieux. Et ça, en France, les gens ont du mal à l'envisager. Donc ça, c'est premièrement. Actuellement, en France, c'est une femme sur deux qui met ce papier à la poubelle. On est à 50%, on n'arrive pas, on a été un peu mieux, et là on est autour des 50%. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 50% des dames qui vont faire une mammographie. On est actuellement en gros on est à 62% des dames qui font leur mammographie. Donc on va ajouter là-dessus 12% de femmes qui vont faire leur mammographie, mais pas dans la double lecture, dans un centre à côté. Quand c'est dans un très bon centre, c'est pas un souci. Mais ça ne rentre pas dans les statistiques. Donc ça veut quand même dire que 62% des dames font le dépistage. On peut voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Quand la mortalité, on montre qu'on peut diminuer de 15% la mortalité de cancer du sein par dépistage, c'est si au moins 70% des dames ont. Donc, le bénéfice qu'on a en mortalité, on l'a pas à plein, parce que trop de femmes ne font pas de dépistage. Donc, il y a ça. Et donc, la question, c'est de dire, oui, mais les cancers, c'est 50-74 ans. Alors, je vais très vite répondre à la question de après 74 ans. Je suis trop vieille, on arrête de le faire. La réponse est évidemment non. Si après 74 ans, une femme a plus de 10 ans d'espérance de vie devant elle, elle continue à faire ses mammographies tous les 2 ans. Donc faire une mammographie à 81 ans, si on est en pleine forme, ça a du sens et c'est utile, on va découvrir le cancer tôt. Le découvrir tôt, c'est moins de chimiothérapie, moins de mastectomie, meilleure survie. Donc ça, c'est des éléments importants. Alors avant 50 ans. Alors avant 50 ans, le problème, c'est que plus on va commencer tôt, plus on a les femmes plus jeunes ont des seins plus complexes, donc on peut avoir plus de fausses images, d'images difficiles à interpréter, et donc on va faire plus de biopsies. Donc tout ce qu'on va reprocher actuellement au dépistage, il y a encore beaucoup de femmes qui reprochent au dépistage des sources de stress, de biopsie, donc au bout du compte, si finalement il n'y a pas de cancer, ben ça, dans la tranche 40-50 ans, on va en avoir plus. Mais si on en a plus, alors c'est une période où il y a maintenant une incidence du cancer qui a augmenté, ça peut avoir du sens. Donc actuellement aux États-Unis, le dépistage c'est à partir de 40 ans. Dans la plupart des pays européens, c'est 45 ans. Et donc la question, c'est est-ce qu'en France, on va passer à plus tôt? Plus tôt, alors j'ai envie de dire oui, plus tôt, mais alors quand déjà de 50 à 74 ans c'est mieux, il y en a qu'une sur deux qui va, c'est un problème. Donc on a envie de dire, écoutons les Françaises. Et quand on les a écoutées, on a fait la grande enquête il y a 15 ans, bah, les gens nous disaient, on ne nous explique pas assez. Moi, quand on m'a dit tout d'un coup il faut biopsier, je n'y attendais pas, donc il y avait des reproches au dépistage. Et on n'a pas entendu, les dames disaient, mais il faut que ça commence plus tôt. Alors, actuellement, sur Paris, c'est 3/4 des femmes qui commencent à 40 ans. C'est une demande à leur gynécologue leur fait commencer plus tôt. Donc moi, ce que je ne trouve pas logique, c'est qu'il y ait une différence en fonction de l'endroit où vous êtes. Donc, moi, l'ouvrir à 40 ans, à partir du moment où on a bien expliqué les avantages et les inconvénients, ça a du sens. Alors après, deuxième question, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire pour les patients qui sont à plus haut risque? C'est la deuxième proposition. Cela ne concerne que les patients à très haut risque, c'est-à-dire avec une mutation, comme Angelina Jolie. J'ai introduit un certain nombre d'éléments. Vous savez qu'on n'a pas tous le même risque de cancer du sein. Alors les patients nous disent que le très haut risque, le très haut risque, c'est finalement que 5% des cancers du sein. Donc changer de dépistage chez 5% pour toucher que 5% des cancers, ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas à 95% des autres. Donc si on doit changer de dépistage, ben oui, les femmes à très haut risque, quand il y a une mutation, c'est pas ça qu'on leur fait d'ailleurs. On fait mammo, écho, IRM tous les ans. Et on le fait à partir du moment où on sait la mutation. Donc c'est beaucoup plus tôt et c'est différent. Troisième possibilité, cela peut concerner certaines femmes en fonction de leur risque global à évoluer avec des algorithmes d'évaluation du risque, voire des tests salivaires. Et ça, c'est peut-être l'avenir. Donc ça, cet avenir-là, il a été testé avec une grande étude qui s'appelle MyPEPS, qui s'est terminée il y a 1 an et demi, dont on attend les résultats. Cette grande étude, on proposait à toutes les femmes à partir de 40 ans de rentrer dans cette étude-là. Donc c'était des femmes, pas des patientes, des femmes. On leur disait, voilà, est-ce que ça vous intéresse? Et quand elles rentraient dans l'étude, à partir de 40 ans, elles pouvaient rentrer dans l'étude, on tirait au sort entre faire le standard d'un pays, parce que ce n'était pas qu'en France, c'est l'étude, c'est dans plusieurs pays européens, plus Israël, qui a participé à l'étude, et on faisait en fonction du standard du pays. Donc il y a des pays, c'est tous les ans, il y a des pays, c'est tous les 3 ans, il y a des pays, ça commence plus tôt, on faisait selon le standard du pays. Par rapport à ce qui sera peut-être l'avenir, on vous pose un certain nombre de questions, on fait un algorithme d'évaluation des risques, ça nous donne un risque.
plus on fait un test salivaire, qui à partir de certains gènes donne un risque, et on va vous faire votre suivi en fonction de ce risque. Soit vous êtes à bas risque, et on désescalade, on fait moins. En France, c'est au lieu de le faire tous les 2 ans, vous faites votre mammographie tous les 3 ans. Soit vous êtes risque moyen, on va faire comme le dépistage, soit vous êtes à risque plus élevé, on va faire tous les ans. Donc cette étude, je ne sais pas si elle va faire mieux. Elle a inclus les patients, on a inclus plus de 30 000 patients sur tous ces pays-là, et on va avoir une réponse sur est-ce qu'on fait mieux en personnalité. Alors en attendant d'avoir les réponses, nous on a à la Pitié-Salpêtrière, il y a d'autres hôpitaux qui l'organisent, une consultation d'évaluation des risques. Elle est ouverte à toutes les femmes qui le désirent. À partir de l'âge de 30 ans, vous vous dites, moi, dans ma famille, il y a un risque de cancer du sein, puis je sais que quand on a descendance et j'ai descendance, j'ai vu sur ma mammographie, j'ai dit C ou D, il y a plus de risques. Ou je sais que je suis en surpoids, et je sais que le surpoids c'est un facteur de risque, bref, je m'interroge sur mon risque de cancer du sein. Ben, vous venez nous voir, on a une consultation d'évaluation des risques, on va vous faire le fameux algorithme, on va voir tous ces éléments-là, et à la fin, on va vous donner un plan personnalisé de surveillance. Et on a actuellement une étude pour voir si ça permet aux patientes, d'abord est-ce qu'elles le suivent, et puis surtout on va identifier avec vous vos facteurs de risque spécifiques. Vous avez du surpoids, vous êtes en périménopause, c'est un facteur majeur d'augmentation de votre risque de cancer du sein. Donc il faut voir une diététicienne, il faut qu'on vous aide à faire de l'activité physique, à faire du sport, et peut-être qu'on va pouvoir diminuer votre risque. Vous fumez, le tabac c'est un petit facteur de risque, pas énorme pour le cancer du sein, mais c'est un petit facteur de risque. Est-ce qu'on ne peut pas vous aider à arrêter de fumer? Vous ne faites pas du tout d'activité physique, même en dehors du poids, le fait de ne pas du tout faire d'activité physique, ça augmente votre risque de cancer du sein. Donc bref, c'est une consultation qui n'est pas juste là pour mettre une enclume au-dessus de la tête des gens, c'est une consultation pour identifier les risques et leur dire quand même que 40% des cancers sont évitables, et donc il y a des facteurs actionnables, et est-ce qu'on peut vous aider avec eux? Autre question, notre proposition, c'est trop tôt, ça fait trop de mammographie. Professeur Leblanc, on est un petit peu décalé à la nuit. Ouais. Du coup, est-ce qu'on peut passer à la dernière question? À la dernière question. Et la dernière question sur laquelle tu réponds beaucoup plus vite. Quel est selon vous le rôle d'une patiente partenaire, donc ça tombe bien parce que ça va faire la transition, quel est selon vous le rôle d'une patiente partenaire dans la prise en charge du cancer du sein? Donc moi je vous dirais ce qu'on fait actuellement. Donc une patiente partenaire, elle peut accompagner les patientes en reconnaissant et en mettant un profil expertise qu'elle tire de leur parcours personnel pendant le traitement. Elle peut aider les patientes à mieux gérer l'après-cancer. Elle peut identifier les besoins spécifiques non exprimés auprès des professionnels de santé. Elle peut adapter le traitement médical et participer à la réunion de concertation pluridisciplinaire. Je ne sais pas, j'en ai jamais entendu parler. Donc je vous prends juste 30 secondes pour vous laisser le temps de répondre. Et comme ça fera une bonne transition pour la suite. Donc je vois que vous êtes 10 à nous dire « je ne sais pas, j'en ai jamais entendu parler ». Donc dans le temps qui va suivre, on va vous parler de ce que c'est une patiente partenaire. Et vous répondez 1, 2, 3, personne ne répond 4, et je suis d'accord avec vous. Donc les 3 premières réponses sont en tout cas ce qu'on fait faire actuellement. Donc nous on a la chance d'avoir une patiente partenaire dans le service qui voit les patientes, alors chaque service s'organise différemment. Nous, Aline, elle voit les patientes en même temps que l'infirmière d'annonce, lors de la consultation d'annonce. Donc moi j'ai vu la patiente, je lui ai annoncé son cancer, j'ai expliqué plein de choses, trop de choses, elle en a retenu une partie. Dans les jours qui suivent, elle va revoir l'infirmière, qui va reprendre tout le détail, ça c'est dans le dispositif d'annonce, c'est normalement une obligation pour toute annonce de cancer du sein. Donc elle va reprendre ses explications, elle va les reprendre avec Aline, notre patiente partenaire. Et qui après les patientes auront ses coordonnées, pourront échanger avec elle par mail, par téléphone, par consultation présentielle, elles vont pouvoir la voir aussi pendant la chimiothérapie, elles vont pouvoir la voir pendant l'hospitalisation, la voir en ambulatoire, et elle va pouvoir les accompagner tout le long. Et Aline nous dit qu'un de ses rôles importants, c'est de préparer les patientes pendant, mais aussi beaucoup les accompagner dans l'après-cancer, où beaucoup de patients se trouvent un peu démunis. Et c'est un de nos enjeux actuels, et je vais finir là-dessus, sur le fait que mieux on prépare les patientes pendant le cancer, plus ça va diminuer la difficulté de l'après-cancer, où beaucoup de patients nous parlent de fatigue post-traitement, de difficultés, et que c'est un élément vraiment important. Merci. Merci beaucoup, professeur. C'était passionnant. Et encore plus tout ce que vous avez apporté. Donc, je vais passer la parole à Delphine Buteau, Madame Delphine Buteau, pardon, qui va se présenter et mettre la focale sur donc, une zone aveugle de la santé des femmes. Et là, effectivement, il y a une grande cécité parmi le corps des soignants.
Alors, bonsoir à tous et à toutes. Donc, je suis Delphine Muto. Alors, j'ai plusieurs casquettes. Sentez-vous libre de poser vos questions à toutes les femmes que je suis aujourd'hui. Donc, ma première, c'est celle de patiente. Je suis patiente sclérose en plaques, endométriose, adénomiose, fibrome, troubles anxieux, colopathie fonctionnelle, tout ça. Donc, toutes ces petites joyeusetés qui m'accompagnent depuis quelques années ont beaucoup impacté ma vie intime, affective et sexuelle. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que je me suis reconvertie aujourd'hui et que j'accompagne des soignants et des patients en fait, dans ce domaine-là. Donc, je suis aussi éducatrice et formatrice en santé sexuelle et maladies chroniques. Et tout particulièrement, ce qui me tient à cœur, c'est tout l'univers des pathologies chroniques somatiques. Forcément, mon petit bébé, c'est la sclérose en plaques, voilà. Donc, ça fait 22 ans qu'elle est née. Que partage ma vie avec des hauts, des bas, voilà. Et puis je suis aussi, c'est comme ça que je connais d'ailleurs le professeur Lezon, je suis référente du partenariat patient pour le groupe hospitalier Sorbonne Université. Donc j'accompagne des équipes et des patients partenaires à se rencontrer, à développer des projets ensemble. Et effectivement, il y a cette dimension souvent aveugle qui est la sexualité, qui est souvent ignorée. Pas très connue, pas très reconnue, effectivement, dans les parcours de soins. Alors, quand je parle de sexualité, c'est vraiment au sens très large. C'est vraiment santé sexuelle, état de bien-être général, mental, social, physique, émotionnel, en matière de sexualité. Donc, c'est l'intimité, la vie affective, la relation à soi, à l'autre, la séduction, le plaisir. Voilà. La sexualité, c'est pas que le grand chef, désir, préliminaire, pénétration, orgasme. C'est une petite partie de la salade composée qui peut être la sexualité, avec plein d'ingrédients possibles, voilà. Et j'aime beaucoup d'ailleurs cette image de la salade composée, parce qu'aujourd'hui, quand on dit salade composée, pas forcément une salade verte, hein, quand je dis une salade composée aujourd'hui, hein, on met du quinoa, des lentilles, du riz, on met plein de choses, on dit une salade. C'est pareil avec la sexualité, ça regroupe beaucoup de choses, beaucoup d'idées, beaucoup de pratiques, et tout un monde incroyable et envisageable possible. Et dans mon parcours en fait, de soins, c'est quelque chose qui n'a jamais été abordé. Pathologies neurologiques comme la sclérose en plaques, on le sait, les troubles sexuels sont extrêmement prévalents dans la SEP et dans beaucoup de pathologies neurologiques. Dans l'endométriose aussi, et ça les études le prouvent, toute la littérature scientifique le prouve. Pour autant, ça n'a jamais été abordé. Dans le cadre de mon trouble anxieux, j'ai un antidépresseur qui m'a provoqué pléthore de troubles sexuels au début. Et pour arriver à me faire entendre, j'avais pas le réflexe ChatGPT à l'époque. Et moi, j'avais simplement, je suis la génération Google, j'ai 46 ans. Donc Google, j'étais là. Comment on peut encore avoir du plaisir sans désir et sans orgasme? Voilà, la question, Google, débrouille-toi avec ça. Forcément, j'avais pas beaucoup de réponses. Voilà. Et puis, j'ai commencé à m'investir dans la vie associative en tant que bénévole et à parler sclérose en plaques, sexualité, avec ma casquette de patiente. Et là, j'ai eu tellement de retours en privé, par message sur les réseaux sociaux que j'étais complètement dépassée. Et du coup, j'ai contacté la présidente de l'association et je lui ai dit il faut que j'arrête parce que je suis en capacité de répondre à ces questions-là. Et qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit par exemple médecin, etc. Okay. Je suis allée un peu au culot, j'ai interrogé tous les soignants de mon parcours, kiné, neurologue, infirmier, psychologue, tous, médecins traitants. Et je me disais mais pourquoi on parle pas de sexualité en consultation? Pourquoi? Parce que finalement, je me rends compte qu'en fait, les patients, ils aiment bien. Les patientes. Et tous, que ce soit les infirmières, les neurologues, les médecins traitants, les kinés, tous ont répondu, mais en fait, on n'est pas formés. Donc, c'est compliqué pour nous d'aborder un sujet sur lequel, en fait, on n'a pas de réponse et on n'a pas de ressources. Et puis, les patients me disaient, mais en fait, finalement, pour nous, ce qui est compliqué, c'est qu'on dit que si le médecin n'aborde pas, c'est pas important. C'est pas un sujet qui est important dans la maladie, voilà. Et en fait, d'un côté, moi j'aime bien parler de rendez-vous en termes inconnus, mais autant pour les soignants que pour les patientes, parce que c'est la santé sexuelle, le fait que la sexualité, l'intimité, la vie affective sont vraiment des domaines qui font partie de la santé à part entière et la composent. C'est complètement ignoré des patients. Aujourd'hui, on ne fait pas le lien, on ne raccorde pas santé et sexualité. Et puis, du côté des soignants, il n'y a pas de formation aujourd'hui entre aucune formation dans les cursus initiaux et 3 ans de formation de sexologie, le DU de sexologie qui est costaud, hein. J'ai fait les 2 premières années déjà, j'étais bien. En fait, il n'y a rien au milieu. Il n'y a pas des formations pour leur donner des ressources et surtout les mettre en lien avec tout l'écosystème de soins en, fait, en santé sexuelle. Et je me suis intéressée à ce côté numérique. Parce
qu'aujourd'hui, effectivement, en fait, j'ai fait mon mémoire de sexologie sur la prise en charge de la santé sexuelle dans la sclérose en plaques, et notamment comment le numérique pouvait aider justement sur ce sujet qui n'est pas du tout abordé en consultation dans les parcours de soins. Et j'ai fait une petite revue de littérature, notamment sur le numérique en santé, et ce qui en sortait était très intéressant. Parce que du coup, ça disait qu'aujourd'hui, plus un patient, une patiente va être connectée, plus les scores d'empowerment sont élevés, et que la première source d'information aujourd'hui, c'est Internet pour les patients. Ça bouleverse aussi la relation de soins, parce qu'effectivement, la patiente arrive en consultation. Oui, mais moi j'ai lu que, ou alors Minou, il m'a dit sur ChatGPT que, voilà. Et c'est vrai que ça bouleverse aussi la relation de soins, et en même temps, paradoxe, on a une telle quantité d'informations, pas toujours, on va dire, pertinentes, et notamment en matière de santé sexuelle. J'ai fait le test, j'ai demandé à ChatGPT de me décrire les différents types de sexologues qui pouvaient exister. 50-60% de la réponse était complètement fausse. Mais du coup, je lui ai dit, j'ai entamé ce dialogue avec lui, en disant mais non, ça va pas du tout, là en fait tu t'es trompé, je te conseille de réfléchir un petit peu, redonner une bonne réponse. Et donc on envoie une recherche sur Internet, et du coup, bon, il va falloir que je me forme un peu plus sur la question. J'ai dit, oh bah dis donc, tu t'es pas si répondre, alors Minou, on s'égonfle. Et je me suis dit, c'est intéressant parce que on se rend compte qu'Internet, c'est une source d'information essentielle, et même sur ce sujet-là aussi, en fait, il y a une quantité d'infos, mais pas forcément pertinente. Et donc, j'ai voulu étudier dans le cadre de ce mémoire alors, je ne vais pas donner le nom de l'association avec laquelle j'ai collaboré sur ce sujet-là, parce que je n'ai pas son accord en fait, pour la nommer ce soir. L'idée, c'était d'étudier, cette association propose des parcours digitaux, des petites vidéos, des petites capsules vidéo qui abordent la sexualité dans la sclérose en plaques et tous les impacts en fait, de la sclérose en plaques sur la santé sexuelle. Donc il y avait 7 mini-vidéos de 2 à 5 minutes à peu près où on abordait panorama des troubles sexuels dans la sclérose en plaques, les troubles sexuels masculins et les ressources, les troubles sexuels féminins et les ressources. Et là, c'est là où je me suis dit il y a un gros problème. La vidéo sur les troubles sexuels masculins dans la SEP et les ressources, 4 minutes 40. Faut retenir ce chiffre. La vidéo troubles sexuels féminins et ressources, 2 minutes. Alors là, je me suis dit, ça va pas du tout. Et j'en ai parlé le jour de ma soutenance. Jury composé de psychologues sexologues, médecins sexologues, andrologues sexologues et une onco-psychosexologue. Et je leur disais, voilà, pour moi, c'est un des premiers axes d'amélioration. C'est que pourquoi on arrive à parler de 4 minutes 40 de sexualité chez les hommes et de ressources, et pourquoi pas chez les femmes? Et bien là, l'andrologue qui faisait partie de mon jury, tout le monde sait ce que c'est un andrologue? Non, c'est le gynécologue des hommes. Voilà, en gros, pour faire simple. Voilà. C'est pas très connu. C'est par les hommes, malheureusement. Et ce que me dit ce médecin, c'est que, mais oui, tu sais, Delphine, le problème, c'est qu'aujourd'hui, face aux troubles sexuels masculins, on a tout un arsenal médicamenteux qu'on peut proposer, mais pas pour les femmes. Je lui dis, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une prise en charge qui est aussi pour les troubles sexuels féminins. La prise en charge va être différente, peut-être pluridisciplinaire, multidisciplinaire et multimodale, mais pour autant, je peux vous assurer que moi j'aurais pu tenir 4 minutes 40 sans aucun problème sur les ressources. Et c'est vraiment ce problème-là aussi, c'est que santé des femmes et santé sexuelle, je trouve qu'on est encore, comme on n'a pas de médicaments, et du coup on ne va pas aller au fond des choses, on ne va pas aller assez aborder ça, alors qu'aujourd'hui, typiquement, vous avez le kiné. Qui connaît les kinés spécialisés en pelvie, périnéologie et sexologue? Ah, fantastique. Et bien, pour moi, c'est un des BFF de tout mon parcours. C'est ma best friend forever. Mais vraiment, le kiné-sexologue m'a aidé, que ce soit dans le cadre dans la prise de conscience de mon périnée, de comment ça fonctionnait, etc. Dans ma SEP, dans ma colopathie fonctionnelle, dans mon endométriose, etc. Donc, beaucoup aidé. Et même, notamment dans le suivi, dans la prise en charge des patients et patientes qui ont eu un cancer. C'est pas encore très connu, pourtant c'est très très aidant aussi. Et voilà, je trouvais ça vraiment intéressant parce que je trouve que c'est typique de la prise en charge de la santé sexuelle des hommes et des femmes. C'est que pour les hommes, comme on a des médicaments, il y a quelque chose de plus simple, on peut prescrire. Et sur la santé sexuelle des femmes, qui plus est dans un contexte de pathologie, on a beaucoup moins de ressources et c'est donc très difficile.
Et ce mémoire-là, du coup, vraiment, c'était une de mes premières conclusions. C'est que déjà, ce qui serait bien, c'est qu'on accorde autant de temps juste à la prise en charge de la santé sexuelle des femmes que celle des hommes. Et puis, finalement, dire aux patientes qu'il faut aller consulter un sexologue, c'est important, c'est bien. Mais un médecin sexologue, un kiné sexologue, sage-femme sexologue, psychologue sexologue, sexologue thérapeute de couple. Et en fait, c'est là tout le problème aujourd'hui du numérique en santé, c'est qu'effectivement, il va y avoir beaucoup d'informations. On va très souvent dire dans les cursus de pathologie, que ce soit cancer, que ce soit sclérose en plaques, endométriose, toutes les pathologies chroniques ont un impact sur la santé sexuelle des femmes. Effectivement, on peut dire allez consulter un sexologue. Mais encore une fois, si on ne dit pas où les trouver, comment les trouver et quels sont les différents types en fait, de sexologues, en fait, ça ne sert pas à la même chose. Voilà. Et c'est là où je me dis qu'on a une petite marge de progression, peut-être. C'est que prendre en charge la santé sexuelle des femmes, c'est pas forcément se former pendant 3 ans en sexologie. C'est déjà juste pour reconnaître que c'est légitime d'en parler. On a le droit d'en parler, que ce soit tant du côté soignant que du côté patient, écouter. Et puis, en tant que soignant aussi, se dire je ne l'ai pas tout, je ne sais pas tout sur tout, je ne suis pas formée. Mais en tous les cas, écouter, orienter, c'est déjà du soin. Écouter, pour moi, c'est une des premières étapes du soin. Informer et orienter. Souvent, dans les pathologies chroniques, on est quand même dans des cursus de prise en charge qui sont assez pluridisciplinaires. En cancer, il n'y a pas uniquement oncologue, gynécologue, aussi kiné, les assistants sociaux, les sophrologues, voilà. Dans la sclérose en plaques, c'est pareil. Dans l'endométriose, c'est pareil. Et souvent, dans mes parcours de soins, on a dû réorienter vers un urologue, faire des bilans urodynamiques, vers un psychologue, quand je pleurais beaucoup, mais vers un sexologue, quand je disais que j'avais plus d'orgasme, plus de désir et que ça me faisait un petit peu flipper. Et moi, je me suis retrouvée face à ça, et voilà. Et finalement, se constituer un petit carnet d'adresses en tant que professionnel de santé avec quelques sexologues de son territoire, c'est déjà en fait faire une démarche dans le soin de la santé sexuelle des femmes. Et c'est vraiment écouter et réorienter quand on ne peut pas forcément se former en sexologie pendant 3 ans parce que c'est un coût humain, financier, en termes de temps aussi. Mais reconnaître que chez toutes les patientes qu'on va prendre en charge, c'est une dimension qui est ignorée et que juste permettre d'ouvrir la parole sur ce sujet, c'est déjà entrer dans le soin en fait avec les patientes, vraiment. Et quel que soit l'âge, quel que soit, voilà, ne pas se dire que c'est parce que la patiente est, ça j'ai entendu une fois, oui mais moi j'ai des patientes qui sont en fauteuil roulant, elles ont d'autres choses à faire. Et si vous leur avez demandé qu'elles sont en fauteuil roulant, elles peuvent utiliser des sextoys, puis ça faisait quand même plein de trucs à faire. Voilà. Et je me souviens d'un patient atteint de sclérose en plaques, quand j'étais encore bénévole dans une asso, qui m'avait contacté par message et qui m'avait dit écoute Isabelle, parce que je ne sais pas encore comment en parler à la neurologue, mais à chaque fois que je vais la voir, ce monsieur se déplaçait avec une canne, il avait un périmètre de marche assez limité, il se déplaçait avec une canne, il avait une sclérose en plaques depuis déjà un certain temps, il était sous traitement, et il me dit à chaque fois, elle me pose des questions sur est-ce que j'arrive à uriner et quel est mon périmètre de marche, et il me dit mais moi, j'ai juste envie de lui dire docteur, j'arrive plus à bander, je veux bander. Comment je fais? Et il me dit, je n'ai jamais su aborder la question et je n'ai jamais eu le temps de le faire. Et il me dit, moi je m'en fous d'aller marcher, je veux bander. Ok, je me souviens très bien de ce patient, on avait rigolé et c'était vraiment mais tout début, il y a 5 ans. Écoute, je vais me renseigner, c'est bon, ça tout de suite, voilà. Et voilà, finalement, en échangeant un peu avec d'autres patients, avec des hommes, etc., j'avais eu les coordonnées d'un médecin sexologue sur Paris vers lequel je l'avais orienté. Il avait eu une prise en charge et il était super content. Voilà. Et voilà, c'est une des premières choses qui m'avait un peu poussée à continuer ça. Et puis aussi, notamment pour les femmes, quelque chose qui... 2 minutes, c'est bon, ça va. 2 minutes, c'est que la sexualité des femmes aussi, elle est très souvent pétrie de beaucoup de normes. Alors la sexualité en général, malheureusement, on a tous un peu ce script très ancré en nous que la sexualité c'est forcément pénétratif. Absolument pas. C'est encore une fois un ingrédient de la salade composée du cul, mais ce n'est pas obligatoirement ça. Voilà. L'orgasme, c'est la petite cerise
gâteau. Finalement, quand on se rend compte qu'on a déjà tout un gâteau à apprécier, à manger, voilà, mais on est tellement focus. D'ailleurs, souvent, hein, quand on a le gros gâteau, on prend la cerise en premier parce qu'elle est là. Parce que, voilà, et c'est souvent l'objectif. Et aujourd'hui, on est beaucoup dans une sexualité d'objectif. Et c'est ce qui fait que lorsqu'on a une pathologie, un problème de santé, réadapter en fait son intimité, sa vie affective à ce parcours de santé et de soins, c'est pas évident. Et ça aussi, ça s'accompagne. J'ai notamment entendu des couples qui me disaient non mais voilà, c'est une catastrophe pour notre intimité parce que avec ma compagne, on ne dort plus ensemble pour X raisons, dû à des problèmes de santé de monsieur. Je lui dis ok, vous ne dormez plus ensemble. Je lui dis mais est-ce que ça vous arrive parfois, je sais pas, de faire des siestes ensemble? Il fait oui, bien sûr. Et je lui dis est-ce que vous avez quand même des moments en fait où vous partagez des choses, des expériences sympas? Il me dit oui, on adore aller au théâtre. Donc des fois on va au théâtre, voilà, c'est vrai qu'on rigole bien, etc. On est très complices. Je dis mais c'est ça aussi l'intimité. L'intimité, c'est pas juste partager un lit. L'intimité, elle est aussi émotionnelle, elle est aussi psychique. Et l'intimité physique, vous pouvez aussi la partager différemment, un moment sur le canapé, en regardant un film, etc. Et donc, je dirais prendre... c'est un peu décousu, hein, moi, j'ai rien préparé. Mais pour le coup, voilà, la santé des femmes, vraiment, pour moi, cet angle mort, c'est souvent la santé sexuelle. Et ouvrons, même si on ne sait pas forcément en tant que soignant quoi répondre, ouvrons en fait juste des espaces de dialogue sur ce sujet-là. Voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez en parler. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et c'est bien le fait qu'on est d'accord, la relation de soins est complexe et ne se résume pas à un objectif ou des objectifs à atteindre et à une prestation de service ou une demande, une réponse. Et ça permet vraiment de passer à Karine Lacombe, professeur Lacombe, qui va justement voir un petit peu comment cette question de la santé des femmes va nous permettre de faire évoluer nos pratiques professionnelles pour le meilleur soin, de prise en soin des femmes et des hommes qui viennent nous voir. Alors, je voulais commencer par une petite anecdote. Vous savez comment s'appelle l'amphi dans lequel vous êtes? Pas du tout, l'amphi Georges Perec. Donc l'amphi Georges Perec, alors en fait, pourquoi l'amphi Georges Perec? Parce qu'en fait, Georges Perec était un grand écrivain, comme vous le savez toutes et tous. C'était aussi le documentariste de Saint-Antoine, il y a longtemps. Et je me suis amusée juste avant d'arriver, à chercher s'il y avait un lien entre Georges Perec et les femmes. Alors j'ai interrogé ChatGPT, justement. Et vous savez que la grande spécialité de Georges Perec, c'est d'écrire en enlevant des voyelles, en particulier en enlevant la lettre E. Et dans la littérature, dans le langage français, la lettre E est extrêmement importante parce que c'est quand même la lettre qui marque le féminin. Et donc en faisant disparaître la lettre E, ça invisibilise quelque part le féminin. Alors je ne dis pas que Georges Perec voulait supprimer les femmes, il s'est beaucoup interrogé sur la place des femmes, et en particulier dans sa vie à lui, en particulier, voilà, si vous avez l'occasion de lire sur ses mères, etc. Mais ça renvoie bien à l'image, à ce problème fondamental qu'a la société, et qu'a eu la société pendant longtemps, avec la place de la femme. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que je me suis moi-même interrogée dans mon parcours sur, en particulier dans le milieu médical, la place de la femme, en particulier parce que j'ai tout le temps travaillé à l'hôpital et que c'est une structure qui nous interroge tous et toutes nous dans nos vies au quotidien, parce que l'hôpital est quand même un des éléments centraux de la prise en soins en France, et que la place de la femme, en particulier à l'hôpital, a été longtemps invisibilisée. La place de la femme en tant que soignant, et également la place de la femme en tant que soignée. Et en fait, alors maintenant, on a beaucoup, en particulier ces dernières années, en particulier à l'occasion du mouvement MeToo, on a beaucoup posé la question de la visibilisation de la femme dans la société, de la femme dans l'hôpital.
les choses sont en train de changer, mais notre parcours à toutes a été beaucoup marqué par ça, et en particulier pour nous qui sommes la génération des années 70, donc juste post-68, mais pas encore dans une libération de la sexualité, une libération de notre rapport au corps et une montée en puissance de notre place dans la société. On a été beaucoup confrontés à une domination masculine qui s'est exprimée en particulier pour ce que moi j'ai pu voir à l'hôpital, à l'université, etc. Donc ça c'est une des grandes questions que je me suis posée ces dernières années, également par l'intermédiaire de mon métier d'infectiologue. Donc qu'est-ce que le métier d'infectiologue? C'est le spécialiste qui prend en charge des maladies infectieuses, transmissibles ou non transmissibles. Notre métier a été beaucoup mis en lumière pendant la pandémie, parce qu'on s'est aperçu à cette occasion que l'infectiologue était celui qui connaissait le mieux les maladies infectieuses, la façon de les prévenir, la façon de les traiter et la façon de prendre en charge les personnes qui étaient porteuses d'une maladie infectieuse. Alors, on ne voit pas tout le temps transmissible, mais quand même le plus souvent. Et on a vu aussi, ils n'étaient pas très nombreux en fait pendant la pandémie. Et en particulier, pas nombreux en tant que femme infectiologue. Et je pense que on a aussi vu pendant la pandémie, alors à travers l'expérience de certains d'entre nous, la mienne, pas que moi, qu'en fait, quand on a été une femme experte et qu'on prenait justement la parole pour parler de son métier, de son expertise, eh bien, on subissait la pression d'invisibilisation des femmes de la société. Et pendant le Covid, ça a été extrêmement prégnant, puisque le nombre d'expertes femmes, par exemple, qui ont été interrogées dans les médias, a beaucoup baissé pendant le Covid, et celles qui ont pris la parole ont subi énormément de violence, et non pas sur notre expertise, mais plutôt sur notre condition de femmes expertes. Et donc ça me renvoie à ce que je vis au quotidien dans ma pratique médicale. Donc l'infectiologie, c'est pas du tout une spécialité technique. C'est une spécialité de matière grise en fait. On a très peu de gestes techniques. Nous, tout notre savoir-faire passe par notre contact direct avec le patient. Vous allez dire oui, comme tout le monde, la radiologie, etc. Mais en fait, finalement, le diagnostic, il se pose pas. Alors évidemment, pareil sur l'identification des germes, etc. Mais après, la prise en charge globale du patient, et en particulier pour les personnes qui sont atteintes de maladies infectieuses chroniques, moi je travaille beaucoup sur le VIH et les hépatites virales, et ça passe beaucoup par la relation aux soignés. Et dans cette relation-là, les femmes ont vraiment une place très particulière, parce que pour des maladies qui sont aussi stigmatisantes, en particulier que le VIH, la place de la femme infectée, soignée, prise en soin est vraiment très différente de la place des hommes. Alors, on sait de façon globale que dans beaucoup de maladies, les symptômes des femmes sont très différents des symptômes des hommes, et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de sous-diagnostics. Par exemple, dans l'infarctus du myocarde, la femme a souvent des symptômes qui ne sont pas du tout typiques de l'infarctus du myocarde, ce qui entraîne un retard de prise en charge patent. Dans l'infection par le VIH, ce n'est pas vraiment le cas. Le dépistage des femmes est plus précoce que celui des hommes, en particulier en France, parce qu'il y a tout le dépistage pendant la grossesse, et qui fait que la femme sera dépistée plutôt que les hommes. En revanche, la prise en soin est beaucoup plus compliquée. Elle est plus compliquée parce que c'est une maladie qui est très stigmatisante et qui, pendant longtemps, éloigne les femmes des soins. Au-delà de ce problème de stigmatisation, on a aussi le problème de l'écoute, de la spécificité, dont on parlait tout à l'heure de la santé sexuelle des femmes. Et bien, dans ces pathologies chroniques,
l'écoute sur la santé sexuelle et les besoins en santé sexuelle des femmes est bien plus invisibilisé que le besoin d'écoute des hommes. Et parce que les femmes que nous on prend en charge dans le cadre de ces pathologies chroniques sont souvent soumises à des contraintes familiales, des contraintes professionnelles qui font qu'elles prennent moins le temps en fait, de prendre soin d'elles-mêmes qu'un homme. Alors, justement, ça me fait dire, elles prennent, parce qu'à cause de leur travail et de leur contrainte professionnelle, elles prennent moins soin d'elles-mêmes. Combien il y a de médecins femmes ici? Vous pouvez lever la main. Il n'y en a pas beaucoup, je pense qu'il y en a plus. J'allais. Alors, il y a des futurs. Ça ne veut pas être des futurs, voilà. Ça ne veut pas beaucoup apporter à aborder cette question, mais en fait, on parle de la santé. Là, je vous ai parlé un peu de la santé des femmes soignées, mais aussi de la santé des femmes soignantes. Eh bien, pas beaucoup de femmes soignantes ont des médecins généralistes. Moi, la première, je ne suis pas médecin généraliste, c'est pas bien. Le dernier d'un âge, je vous ai dit que je suis pas médecin généraliste. Mais en fait, on a la santé des femmes soignantes est un vrai problème parce que même si on est quand même au cœur du soin, beaucoup d'entre nous sommes nos propres soignants, en fait, ce qui apporte du retard et une certaine négligence dans notre propre prise en soin. Donc, ce petit focus sur la santé des femmes soignantes, alors bon, il n'y en a pas beaucoup ici, mais je voulais quand même l'apporter parce que c'est un point important quand on parle alors je vais pas dire de discrimination en soins, mais plutôt de nécessité de soins, de négligence dans le soin, sur lequel il faudrait vraiment qu'on mette un focus. Alors vous, dans la CPTS, nous, parce que j'en fais aussi partie, on devrait peut-être s'emparer de ce problème, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire sur ce sujet. Et puis peut-être pour finir, je voulais aussi vous dire que la prise en soin des femmes dépend aussi beaucoup des conditions sociales. Et nous, en infectiologie, on est très confrontés à la migration, parce que malgré tout, le poids des maladies infectieuses, en particulier des maladies infectieuses chroniques, que ce soit le VIH et l'hépatite virale, est principalement porté par les femmes qui sont issues de la migration, c'est-à-dire migrantes, ou qui sont, même quand elles sont nées en France, quand elles sont des communautés, en particulier africaines, sont plus exposées à s'infecter sur le territoire français par le VIH. Ou d'autres maladies infectieuses, enfin d'autres maladies sexuellement transmissibles, et bien là aussi on a une vulnérabilité vis-à-vis de ces maladies infectieuses qui est vraiment très très liée au genre. Donc là aussi beaucoup d'actions qu'il faut mettre en place, et en particulier, on parlait tout à l'heure d'empouvoirment. Alors moi je suis encore toujours à l'empowerment, mais l'empouvoirment c'est aussi un travail qui nécessite beaucoup d'investissement et qui est extrêmement important parce qu'une meilleure prise en soin des femmes en situation de vulnérabilité passe par l'empowerment, par l'environnement. Et c'est un travail qui est particulièrement important pour faire face aux violences sexistes et sexuelles auxquelles beaucoup de femmes sont confrontées. On a eu un gros focus sur cette problématique-là ces dernières années, mais malgré tout, ça reste quand même un problème qui est encore prégnant, pour lequel on n'a pas beaucoup de... Il y a des actions qui sont mises en place, il y a le fait d'avoir mis une certaine lumière sur cette problématique fait bouger les choses, mais nous on voit au quotidien, dans la relation du soignant au soigné, ou dans la prévention, parce qu'on parle toujours du soigné, mais finalement dans la prévention, on n'a pas affaire à un malade, on a affaire à une personne qui n'est pas encore malade et dont on espère faire en sorte qu'elle ne tombe pas malade, en tout cas qu'elle ne s'affecte pas. L'empowerment, c'est une dimension qui est très importante sur laquelle on travaille beaucoup. En particulier, alors nous, on n'a pas de patients externes, enfin on dit plutôt des pairs. Alors,
patient acteur ou patient père? Patient partenaire, on va dire. Patient partenaire. Alors, patient partenaire, c'est le terme générique, effectivement. Après, dans ce grand chapeau de patients partenaires, vous avez les pairs aidants, vous avez parfois les patients experts, les patients intervenants en ETP. Moi, typiquement, je suis père aidante et ETP. Vous avez aussi. Oui, pardon, éducation thérapeutique du patient. Ça y est, je suis focus à PHP, moi je parle que ça va être. Et vous avez aussi les patients partenaires co-chercheurs, formateurs. Ouais. Alors, dans le domaine de l'infectiologie, on travaille beaucoup avec des médiateurs de santé. Parce que justement, on a besoin de médiation pour apporter les personnes qui sont les plus éloignées de soins, alors soit pour leur apporter le soin, soit pour les lier aux soins quand il y a besoin d'expertise, d'examen, et qu'à un moment donné, il faut bien qu'elles rentrent dans une structure de soins pour bénéficier des soins auxquels elles ont droit. Donc la médiation en santé, dans la santé des femmes, et en particulier des femmes les plus vulnérables, est un élément très très important du système de soins et qui est de plus en plus promu. Donc voilà un peu les idées que je voulais partager avec vous. Voilà, et on peut maintenant débattre, on a un peu de temps. T'es dans le temps? Ouais, on a un peu de temps. D'accord. On débatte de tout ça. On va poser quelques questions. Alice, toi qui a les éléments. Il n'y en a pas. Ok, même. Ça doit être extrêmement clair. Le point. Tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais juste. Non, mais vas-y. Parce que moi, j'allais plus vous dire ce que ça fait, tout ce qu'on a abordé depuis 1h30, est-ce que ça fait écho à des problématiques qui vous intéressent, des situations que vous voudriez partager? Oui, effectivement, ça fait effectivement écho beaucoup. Je suis pharmacien d'officine et effectivement, on se rend bien compte, comme tu disais, les femmes sont sous-soignées quelque part et elles s'écoutent moins. Enfin, on a beaucoup de patients VIH de Saint-Antoine et c'est vrai que je me rends compte, alors je ne sais pas quel est le pourcentage entre patients hommes et patients femmes, mais je me rends compte que dans mon officine, en tout cas, on va dire j'ai à peu près 70% de patients hommes, 30% de patients femmes. Et les messieurs, mais je vois bien qu'ils sont bien suivis. Typiquement, quand il y a eu le vaccin pour le zona, j'ai eu les ordonnances Shingrix, j'ai eu les ordonnances Felmar. Et pour les femmes, non, j'ai pas eu. Est-ce que le médecin vous a parlé du vaccin contre le zona? Ah non, mais en fait, j'ai pas eu le temps de le voir. Enfin, voilà. Et je me dis, est-ce que c'est parce que la femme, comme tu dis, a des charges familiales, professionnelles, voilà. Est-ce qu'elle s'écoute déjà qu'un monsieur? Donc ça, effectivement, on le voit beaucoup dans le cadre du VIH. Ouais, alors c'est vrai que dans alors nous à Saint-Antoine, c'est particulier parce qu'on traite beaucoup de marraines pour beaucoup d'hommes. Et les femmes dont on s'occupe sont principalement des femmes migrantes qui ne vivent pas dans Paris. D'accord, oui. Et qui vivent plutôt dans le 93 et qui, pour diverses raisons, se constituent à Saint-Antoine. Et je pense que tu dois avoir un vrai recrutement dans ta pharmacie. Je pense que c'est ce qui explique. Après, effectivement, les femmes vivant avec le VIH sont souvent plus jeunes et dans même l'inconscient des infectiologues, alors que c'est recommandé indépendamment d'âge, vaccin contre le pneumocoque ou vaccin contre le zona, on aura plus tendance à le proposer aux hommes qui sont un peu plus âgés qu'aux femmes qui sont plus jeunes. Et là, donc là il y a effectivement un biais cognitif sur l'âge, mais peut-être aussi sur le sexe, parce qu'on se dit, mais inconsciemment, le zona, le pneumocoque et tout ça touche moins les femmes que les hommes, ce qu'il faut. C'est plus une question d'âge d'ailleurs que de sexe. Parce qu'il prouve bien que nous-mêmes, on doit nous interroger dans notre rapport au genre en tant que praticien. Et la question, c'est peut-être aussi l'influence du passé et de la formation qui est issue de certains cadres. Il ne s'agit pas de la dénigrer, de la vérifier, mais de se rendre compte que c'est de là d'où nous partons. Et comment est-ce qu'on va ouvrir sur autre chose, sur les générations de soignantes et de soignants
gens qui arrivent, parce qu'il ne suffit pas d'être femme pour mieux soigner, et pour mieux soigner les femmes. Ce serait absurde. Mais alors justement, ça, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça fait un peu du bruit dans les médias, mais c'est une bonne étude scientifique, je pense que tu l'as vu passer, où c'est une étude qui s'intéressait au devenir des personnes qui étaient opérées par des hommes ou par des femmes. Et en fait, le devenir était meilleur des patients opérés par des femmes que par des hommes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors, c'est vrai que ça nous avait interrogé, ça nous a beaucoup interrogé aussi, surtout sur nos positions de soignants, en fait. Comment est-ce qu'en soignant homme ou femme, on prend en charge. Ne t'inquiète pas, les explications ont été trouvées, c'est parce que les hommes font toujours les choses les plus compliquées, qui laissent des choses plus simples. Alors, je pense que ça nous a fait sourire, parce qu'évidemment, c'est comme toujours ce genre d'études, il faut voir un peu, parce qu'il y a une étude qui montrait que finalement, quand on regardait selon les spécialités, les plus beaux, c'est les chirurgiens par rapport aux médecins. Donc, ce genre d'étude peut me faire sourire. Mais en tout cas, ce qui était toujours dans la même étude et qui là était vrai, c'est que les femmes avaient plus tendance à demander des avis et plus tendance à, ça leur arrive plus souvent d'opérer à plusieurs. À travailler. Donc de dire c'est un cas qui est complexe, on va se mettre à deux pour faire l'intervention, ça se fait beaucoup plus facilement pour une femme que pour un homme, c'est-à-dire quelque part, c'est que tu n'es pas la compétence. Voilà. Alors ceci dit, je vais tout de suite le tempérer par le fait que moi, pour moi, c'est beaucoup plus générationnel. C'est-à-dire que alors après, c'est les gens que j'ai choisis dans mon équipe, hein, mais j'ai pas l'impression que les hommes nous appellent moins pour des difficultés que les femmes. Donc je pense que c'est un effet plus générationnel et qu'en tout cas, j'ai toujours tendance à dire que voilà, c'est comme les gens qui nous disent mais oui, mais une femme, quand elle va diriger, elle va être beaucoup plus posée, beaucoup plus calme, beaucoup plus à l'écoute. Donc voilà, bien sûr de ça. Donc voilà, je pense qu'il y a plus un effet générationnel, mais qu'en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, qu'on essaye de s'améliorer, qu'en tout cas, d'échanger, de discuter, de ne pas hésiter à. Voilà. C'est comme quand on voit les étudiants, maintenant il y a une case qui est quand on va les pousser dans leur retranchement, quand on fait de la simulation, s'ils disent je ne sais pas, je vais demander, maintenant il y a un point pour ça. Il va marquer un point d'avoir dit. Et c'est un élément important de savoir dire là je ne sais pas, parce que pour pousser un étudiant dans son retranchement, il y aura toujours quelque chose qui sera pas à dire, de dire je ne sais pas et je vais demander un avis et je reviendrai vers vous. Maintenant, dans les cases, il y a un point pour ça et je pense que c'est important. En quoi l'étudiant est toujours meilleur que ChatGPT qui dit jamais qu'il ne sait pas. Exactement. Alors oui, ça, cette histoire de ChatGPT, c'est vrai que c'est la première fois, il y a 15 jours, j'ai fait l'astreinte dans un week-end, c'est la première fois où un patient est hospitalisé, 40 ans, au retour de Thaïlande, il arrive, c'est pour la fièvre, on voit qu'il y a tout un algorithme de bilan, de cette fièvre, il arrive avec 2 feuilles imprimées ChatGPT, il dit voilà, j'ai tel symptôme, avec telle durée depuis que je suis rentrée de Thaïlande, donc je pense que je vais avoir ça, mais en même temps j'ai ça, et puis j'ai des douleurs là, alors je peux peut-être avoir ça, et puis il faudrait faire ci. En fait, il m'a donné ma feuille de route. Est-ce que c'est parce que alors, c'était une femme ChatGPT s'était trompé finalement sur le diagnostic, donc je me suis dit quelque part on sert encore à quelque chose. Mais ce qui se passe sur la consultation, c'est. Alors, ça, c'est surtout les hommes. Je sais pas quelle est votre expérience, pour toi, c'est plutôt les femmes, bien sûr. Mais en tout cas, en infectiologie, j'ai plus souvent des hommes qui arrivent avec leur feuille intelligence artificielle sur le diagnostic et la prise en charge que les femmes. Je ne sais pas. Il faudrait voir ce que vous en disent des collègues hommes sur effectivement comment est-ce qu'on s'adresse à l'une ou à l'autre. La femme, on dirait qu'elle est hystérique parce qu'elle va parler de tous ces symptômes somatiques. Alors moi j'avais 2 questions pour le public. Qui connaît le concept de charge mentale? Levez la main, juste. Charge mentale, qui ça vous parle? Super, baissez la main. Qui connaît le concept de charge sexuelle? Alors, c'est l'autre charge mentale des femmes, et je vous invite à lire ce livre qui est assez extraordinaire. La charge sexuelle, c'est cette charge mentale qui incombe très grande majoritairement aux femmes. On parle de contraception, on parle de maintenir une sexualité épanouie dans le couple, c'est souvent la charge mentale des femmes, de satisfaire les besoins de la partenaire, de s'assurer qu'il y ait toujours de la séduction, de l'érotisme dans le couple. Et dans le cadre de pathologies chroniques, j'ai souvent eu des femmes
qui en plus de cette charge mentale de la maladie et des problèmes de santé, me disait « Oui, mais le problème c'est que Doudou il a des besoins et je ne sais pas comment faire, donc des fois j'y vais, bon, je me force un peu, après voilà, etc. » Et cette question des besoins de son partenaire en matière de sexualité, elle est très importante parce que ça oblige beaucoup de femmes à une sexualité contrainte, subie et pas choisie. Et ça aussi, ça fait partie de la santé de la femme, parce que j'ai beaucoup de patientes et vraiment ça me brise le cœur de l'entendre quand elles me disent « Oui, bon, bah, j'ai un peu mal », une patiente qui avait eu un AVC notamment et qui me disait « Depuis mon AVC, bah, j'ai souvent la pénétration est très douloureuse, bon, je serre un peu les dents ». Moi, ça m'avait, heureusement que vous ne voyez pas, mais vraiment ça m'avait brisé le cœur. Elle me dit voilà, je sais que c'est un mauvais moment à passer, mais en fait il ne devrait même pas se passer ce moment, parce que c'est le cercle vicieux et renforçant de la douleur, et qu'en fait on devrait aussi, dans toute cette éducation et ce suivi des femmes qu'on fait en matière de santé sexuelle, c'est prendre en charge cette capacité à communiquer et à savoir dire non, en fait, en matière de sexualité. Et ça c'est extrêmement important parce que dans beaucoup de patientes, beaucoup de femmes qui ont vraiment des problématiques de santé, et je le vois dans l'endométriose, c'est une pathologie féminine où les douleurs à la pénétration sont légion extrêmement nombreuses, et j'entends beaucoup de patientes me dire oui mais bon on n'a pas trouvé de solution, et en même temps j'ai peur que Doudou il me quitte, qu'il aille voir ailleurs. Et ça aussi, c'est hyper important à entendre et à prendre en charge, parce que ça majore l'impact de la maladie, et n'oubliez pas, on parle beaucoup de charge mentale, mais pas beaucoup de charge sexuelle, et c'est une charge extrêmement importante qui nuit aussi à la santé des femmes. Merci beaucoup. Il est tard, c'est 20h. Merci à nos trois débattrices. Alors, il n'y a pas de questions. L'objet, c'est de pouvoir vraiment lancer ce dialogue, et il s'est fait. Et on vous a proposé de déposer votre nom et des coordonnées à l'entrée. C'est de se dire et après, qu'est-ce que l'on va faire? Est-ce qu'on se donne un rendez-vous? Qu'est-ce qu'on a envie de construire ensemble? Donc si vous avez des envies, des idées, envoyez-nous ces questionnements, ces informations, comment nous pourrions travailler collectivement et construire ce qui sera peut-être la relation de soins de demain au meilleur intérêt des patientes, des patients, des gens tout simplement, et des soignantes et des soignants. Merci à vous tous, merci professeur Léon, et merci à tous et tous. Bonsoir.